57 ans. Donc, parcours de vie très actif sur tout ce qui est l'ADN, l'économie sociale et solidaire. Donc, tout ce que je fais, c'est en fonction justement de ces engagements et de ce référentiel-là. On va développer des programmes digitalisés qui sont présents. Donc, les formations distancielles, on a fait de la formation à l'ingénierie, tout ce qui concerne la formation des formateurs dans les différents domaines, aussi bien avec le PDT, qu'on a eu le midi avec certains ministères, pour accompagner justement cette crise d'urgence et donner au moins des outils, je dirais, de base et des prérequis pour que cette notion prenne corps dans la gestion et l'administration. Et après, bon, bien sûr, avec le PTT, nous travaillons actuellement sur un gros projet qui est l'accompagnement à l'ingénierie technique et pédagogique de 22 filières sur la formation professionnelle. Et avec le partenaire ici présent, la GIZ, comme dirait CISOL, nous avons développé une approche pilote sur Tangent. Et on a ouvert pendant la crise Covid, c'est-à-dire la formation en apprentissage en distanciel. Donc, alhamdoulilah, je ne vous dis pas que c'est facile aujourd'hui, quand on est acteur de l'extérieur, d'arriver et de mettre le pied sur le sol, même en étant marocain ou marocaine. C'est très difficile parce qu'il faut montrer, je dirais, surtout quand on est une femme, il faut montrer quand même sa capacité, je dirais, double, parce que ce qu'on peut permettre à un homme, il faut multiplier, je dirais, la dose par deux pour les femmes. Mais alhamdoulilah, l'école de Tanger nous montre aujourd'hui qu'à travers cette approche pilote qu'on a eu avec la GIZ, elle a pu donner justement une approche, je dirais, globale qui nous a permis de cerner toutes les difficultés concernant justement cette question de la culture de l'apprentissage dans l'écosystème. Aujourd'hui, on a un vivier extraordinaire sur la région du Nord, une demande très forte en termes de croissance et de demande d'emploi, mais on n'a pas de compétences en face. Donc on bidouille. On est dans le bidouillage en permanence, c'est-à-dire qu'on va former des petites formations par-ci, des petites formations par-là. Mais je dirais que depuis la sortie de crise, si on peut dire ça les choses, il y a une envie vraiment d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire vraiment que la question de la formation d'apprentissage prenne corps, je dirais, d'un point de vue académique. C'est ce qu'on a mis en place avec notre partenaire, d'une part, et surtout l'approche qui a été vraiment une grande espérance, bien sûr, d'apprentissage en Allemagne, c'est que la question de la culture de l'entreprise qui laisse, je dirais, sa porte ouverte à l'apprentissage et qui donne un espace dédié à cet apprenant qui n'est pas là pour passer le coup de balai ou la prévoit ou de les photocopies, c'est qu'il soit acteur, je dirais, au sein d'un écosystème. Elles prennent place naturellement, mais il y a surtout l'implication et le travail qu'on fait aussi avec les tuteurs, c'est-à-dire les impliquer aussi dans le process, partie intégrante du projet. C'est-à-dire ils font partie aussi bien en termes de sourcing que de nos apprenants, ils font partie du comité de jury, ils sont associés, je dirais, aux difficultés d'une manière transversale. Il y a, je dirais, un suivi qui est fait pédagogique au niveau de la, je dirais, de la partie, tout ce qui est la relation avec les apprenants et les apprenants qui n'est pas facile parfois, parce que quand on sort d'une crise Covid, on a vraiment un grand problème au niveau des soft skills d'une manière générale, le savoir-être, le respect des horaires, que l'entreprise n'est pas, je dirais, un guichet ouvert sur lequel on va s'asseoir, etc. Donc il y a tout ce travail-là qu'on fait en amont et qui est plus que nécessaire pour nous permettre justement de cerner vraiment la problématique et d'avoir, je dirais, une approche beaucoup plus agile. Et ça, on le fait conjointement avec notre partenaire, c'est-à-dire dans la réactivité. C'est vrai que parfois on a l'impression que ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite, parce que nous, quand on arrive, on a même, on est dans une dynamique, mais il faut le faire aussi avec une réalité, je dirais, qui est présente, c'est-à-dire qu'il faut du temps, surtout après la crise. Donc, ce qui ressort, je dirais, d'une manière aussi, c'est que les jeunes, ils ont de plus en plus du mal à se projeter sur la question de l'avenir. Ils ne veulent plus avoir des formations longues, ils veulent plus de formations courtes, certifiantes, qui leur permettent justement de rentrer vite et rapidement dans la question de l'emploi. Donc nous, on essaie justement de conjuguer tout ça avec notre partenaire, parce qu'avec notre partenaire, on est vraiment sur le modèle d'apprentissage en milieu du travail, mais notre modèle de développement en Europe, d'une manière générale en France, ce sont les formations certifiantes. C'est-à-dire qu'en 490 heures, en 4 mois, et 2 mois de stage en entreprise avec un retour à l'emploi et un suivi. C'est notre domaine et c'est notre spécialité. Voilà pour faire bref,
sans prendre trop de temps, parce que l'objectif, c'est quand même qu'on puisse échanger. Donc, il va y avoir un petit film qui va vous permettre de voir un peu un aperçu, je dirais, de ce qui se fait à Banja. Et où après, c'est Zohar, Inch'Allah, prendra la parole à la suite. Et puis, on est là pour échanger surtout et essayer de sortir. Pourquoi vous avez choisi de commencer par Tanger et pas Casablanca? L'opportunité. Tout simplement, parce que Banja, comme j'ai beaucoup travaillé à Napoléon, et qu'on avait un terreau, je dirais, assez important sur le territoire, la fondation d'Arma, avec qui j'avais initié le projet depuis le départ, nous a ouvert les portes, ce qui nous a permis de lancer le projet rapidement. Parce que nous, l'objectif, c'est de démarrer, parce qu'après, il faut déposer les accréditations, les agréments de formation, vous savez, c'est très long. Donc le fait de travailler en partenariat avec une fondation, ça nous a permis de démarrer rapidement, de mettre en place le projet sans attendre les autorisations officielles. Si j'aurais attendu depuis 2 ans, je n'aurais rien fait. Donc voilà, c'est juste ce... Voilà. Darbeda, ça fait partie de la prochaine étape, ainsi que Rabat. C'est prévu, Inch'Allah, d'ici la début d'année. Pour illustrer un peu ce que j'ai évoqué avec vous. Donc, comme vous le savez, nous, la particularité dans notre cycle de formation, c'est qu'il y a 3 mois et demi de formation intensive de tronc commun au départ, avant d'aller justement vers le modèle d'alternance 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. Ce qui fait qu'on est dans la réactivité aussi, à l'échange avec les entreprises, pour nous permettre de remettre certains modules peut-être à jour par rapport, parce que le monde de l'entreprise va beaucoup plus vite que le monde, je dirais, de la formation, d'une manière générale, même si on est très agile. Et on essaie de s'adapter aussi par rapport aux besoins spécifiques, ce qui est très important pour les entreprises, ce qui nous permet de rentrer dans le jeu. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a, dans notre cycle de formation, c'est que pratiquement 70% des formateurs, ce sont des chefs d'entreprise, ceux qui interviennent dans la formation. Donc ce qui fait une différence je dirais considérable par rapport à ces questions-là, et on essaie justement d'amener à ce que ces chefs d'entreprise soient vraiment partie prenante du projet. Comme vous avez pu le voir, ils font partie prenante du projet parce qu'ils sont, je dirais, en concertation, je dirais, permanente pour l'évolution aussi des choses et de demandes aussi qui viennent. Sur ce, je vais laisser la parole à Zohar, qui est notre partenaire sur ce modèle qu'on a développé ensemble en Banja. Merci. Merci Madame Fatima, c'est très gentil de votre part. Merci à Workforce 3 d'être partenaire de la GIZ sur ce projet. Alors, le projet s'intitule Tanhim, professionnalisation pour les non-arabisants, et donc c'est un projet qui a commencé en 2019, sur 3 ans, sur sa première phase, un projet qui est financé par la GIZ et dont le partenaire institutionnel n'est autre que le département de la formation professionnelle, sous la tutelle du ministère de l'inclusion économique, jadis c'était le ministère de l'enseignement,
maintenant de l'Éducation nationale, maintenant c'est le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et de la compétence. Bien entendu, le département étant le département de la formation professionnelle. Il faut se dire quand même que pourquoi on est aujourd'hui ici, c'est pour parler éventuellement de cette innovation. Qu'est-ce que l'innovation dans la formation professionnelle, ou de façon générale, qu'est-ce que l'innovation dans l'acquisition de compétences? Notre projet travaille depuis, la GIZ traditionnellement a travaillé, ou a veillé toujours à accompagner le Maroc sur la question de l'acquisition de compétences ou éventuellement sur la formation professionnelle. Un exemple, en 2011, on avait accompagné la MIT, et donc les IT textiles, sur la revalorisation du mode apprentissage. Cette fois-ci, on est là, non pas pour valoriser un mode de formation, mais pour, au sein de ce mode de formation, valoriser une composante plus importante, entre autres, le rôle du secteur privé. Et on imagine bien que dans deux secteurs d'activité, en l'occurrence les IT, stratégiques, et on demande d'un accompagnement et d'un appui, et aussi la logistique. Donc ce sont les deux secteurs d'activité sur lesquels le projet d'ANIT est en train de travailler. Un projet qui profite d'un financement de 8 millions d'euros, qui est développé sur 4 grandes composantes. Une composante principalement liée au dialogue, discussion entre le secteur public et le secteur privé. Donc c'est une composante gouvernance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux valoriser la formation professionnelle? Une deuxième composante dédiée à la qualité, le système assurance qualité. Une troisième composante dédiée au renforcement du rôle du secteur privé, en l'occurrence les associations et fédérations professionnelles. Et une quatrième composante sous forme d'un laboratoire qui permettrait de voir un peu qu'est-ce qui se fait et comment on peut éventuellement tester ces nouvelles approches. Notre partenariat avec Workforce 3 a été à Tanger parce que Tanger, d'un côté, il y a un appel, il y a une demande claire. On voulait éventuellement évoluer dans un environnement où tous les astres étaient alignés. Et donc, il y a eu cette convergence avec cette école qui venait de venir au Maroc, qui s'installait. On se partageait les mêmes orientations. On voulait faire des choses qui étaient agiles, qui permettraient une approche de la formation professionnelle, non pas du côté social, qui permettrait d'insérer rapidement des jeunes, mais surtout d'améliorer la compétitivité des entreprises et leur permettre d'avoir à leur disposition des compétences, je dirais, moins fidèles. Nous avons en l'occurrence fait des études au sein du projet qui ont permis de souligner tout le gain que les entreprises pouvaient tirer d'une adoption d'un mode d'apprentissage, en l'occurrence un gain en moyenne de 8 000 dirhams par an et par apprenant par entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre en valeur par rapport aux entreprises, de dire que l'apprentissage, c'est quelque chose qui permettrait d'améliorer la compétitivité des entreprises. La deuxième chose, c'est chaque fois qu'on abordait la formation, l'acquisition des compétences au niveau du secteur IT, on tombait dans une certaine catégorie. On pensait toujours ingénieur. Mais bien avant les ingénieurs, il y a des techniciens spécialisés, mais il y a aussi des techniciens. Et ça, c'était plus ou moins les parents pauvres de tout le système éducatif, surtout par rapport au secteur IT. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un focus sur ça, de dire éventuellement, il y a ces deux niveaux qui méritent d'être un peu plus mis en valeur, et nous avons développé deux nouvelles filières de formation, en l'occurrence le développeur full stack et l'administrateur système réseau, communément connu sous forme de technicien spécialisé en infrastructure digitale. Et nous avons lancé un pilote avec Workforce 3 à Tanger. Nous sommes à la 3e promotion, il a été lancé il y a de ça, je pense, une petite semaine. 2 promotions où le taux d'insertion est à 100%. En plus de 100%, les jeunes à partir de 6e mois, entre 3 et 6 mois, ils sont déjà dans un revenu. Donc ils sont autonomes, ils génèrent un revenu. On ne va pas être dans du qualificatif, on ne peut pas qualifier ce travail comme étant un travail décent, parce qu'il n'est pas structuré, il n'y a pas un contrat derrière, mais les jeunes gagnent, je dirais moi, abondamment leur vie. Et ils sont parfois sur un revenu moyen mensuel qui dépasse les 8 000 dirhams, en travaillant sur des projets. Et ça, c'est une grande source je dirais moi, de satisfaction. Ça nous permet, nous, déjà de dire qu'on est sur le bon chemin. Maintenant, on est sur des petits effectifs. On a évalué, on a fait évoluer, on a inséré un certain nombre de remarques, de recommandations.
Nous avons un comité de suivi qui est aussi composé d'un certain nombre d'intervenants du secteur privé. Nous avons, comme Madame Fatima l'a souligné tout à l'heure, la plupart, si ce n'est pas 100% de nos intervenants et formateurs sont des professionnels, c'est des chefs d'entreprise, c'est des directeurs techniques, c'est aussi des développeurs. Nous veillons à ce qu'il y ait un contact avec l'écosystème. Nous sommes actuellement en train de défendre un schéma qui permettrait aux technoparcs d'être adossés à des structures de formation et qui permettrait éventuellement d'avoir un contact gagnant-gagnant dans le sens où l'école permettrait d'évoluer, l'école profiterait de l'écosystème technoparc et donc permettrait donc à ces jeunes de développer des stages ou être en stage au sein des entreprises et des startups du technoparc, et vice-versa, le technoparc pourrait tout simplement soumettre ou éventuellement faire profiter les entreprises qui sont incubées d'une main-d'œuvre de jeunes qui sont formés juste à côté et qui sont accessibles, qui sont, je dirais moi, disponibles. Et on essaie aussi d'ajouter cette dimension de fiabilité avec cette approche. Donc l'innovation, à notre sens, au sein du projet TANIM, au niveau de la GIZ, n'a d'autre équivalent qu'une très forte implication du secteur privé dans toute la chaîne de valeur. Non pas uniquement dans l'identification des besoins, oui, moi, entreprise, j'ai besoin, et à la fin, non, je suis désolé, c'est pas ça ce que je cherche, mais vraiment dans toute la chaîne de valeur, depuis l'identification du besoin, jusqu'au recrutement des candidats, jusqu'au suivi des candidats, leur intégration, l'évaluation, le placement en stage. On est éventuellement derrière un programme assez intéressant, assez inclusif de formation de tuteurs, aussi bien dans les deux secteurs de la logistique que celui de l'IT. Il y a pas mal de détails que je peux vous partager. J'ai une présentation, mais je pense que c'est assez ennuyeux. Moi, je pense que le mieux serait peut-être de collecter vos questions ou vos interrogations, et on essaiera d'y répondre au maximum. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vrai, merci. Félicitations pour ce que vous faites et c'est une bonne chose. Vous êtes rentré à combien d'années? Pardon? Vous êtes rentré à combien d'années? Là, sur le projet en cours, j'ai fait des allers-retours même pendant le Covid, et là depuis septembre. C'est un bon retour alors. J'ai quelques questions sur le modèle pour ces horaires et peut-être que vous allez pouvoir compléter. La GIZ apporte 100% du financement, comment ça fonctionne? Il y a un mix entre l'entreprise, la GIZ ou... Quand vous dites qu'elle apporte 100% de... Le coût de la formation est pris en charge par qui sur le modèle? Nous, il faut se dire que la GIZ est traditionnellement enregistrée dans ce qu'on appelle l'assistance technique. Donc, on ne finance pas. On ne fait pas de sponsoring. Toutefois, ce qu'on peut financer, c'est des pilotes. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire actuellement avec Workforce 3, c'est d'être dans un modèle de, je pense, 50-50%, qui permettrait éventuellement déjà de subvenir à un certain nombre de charges, mais pour l'instant, ils sont extrêmement onéreux, parce qu'on était dans le développement déjà des contenus, on est éventuellement dans le paiement d'un certain nombre de... c'est extrêmement onéreux. L'objectif pour nous demain, c'est qu'on fasse évaluation de ce pilote, qu'on remonte aussi un argumentaire assez clair vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs, suivez mon regard, et donc ça permettrait demain d'être en l'occurrence adopté à plus grande échelle par rapport à des opérateurs qui ont un financement assez important. C'est-à-dire que sur Tamine 1, on n'a pas travaillé uniquement que sur ça. On a travaillé aussi en l'occurrence sur quelques propositions de la réforme, quelques réformes de la stratégie de la loi sur la formation professionnelle. En l'occurrence, on va dire que on a cherché à déclarer officiellement la création du statut de tuteur. Ça permettrait derrière ça éventuellement de l'inciter et par conséquent aux entreprises de s'impliquer en disant voici une personne qui sera dédiée non pas à la création de valeur au sein de l'entreprise, mais principalement à la valeur transmission. Tout ce qui est au sein de l'entreprise pourrait être éventuellement transmis à travers cette personne. Le conflit, à un moment donné, quand on est parti vers les entreprises, on dit moi je paye un salaire derrière. Donc si on a un statut de tuteur, on a la capacité d'avoir des subventions derrière, de désigner une personne, nous on pourrait le former,
Il y a un établissement qui est actuellement en cours de gestation par le département de la formation professionnelle, pas encore opérationnel. Nous, on pourrait le former, par conséquent, l'entreprise pourrait devenir un espace de formation. Ce que la GIZ désire faire, c'est de promouvoir le mode dual allemand. Le mode le plus proche du mode dual allemand, c'est l'apprentissage. Sachant qu'en Allemagne, un jeune, s'il veut faire une formation, ne commence pas par identifier un centre, il commence par identifier une entreprise. Et quand il a l'accord de l'entreprise, il va chercher la formation. Bon, ça c'est l'Éden, on ne pourra pas le faire. Mais si on s'approche un peu de ça, ça va créer un concept nouveau, c'est l'école-entreprise ou l'entreprise-école. Et si on arrive à ça, d'une manière structurée, encadrée, c'est pour cela qu'il y a une composante dialogue public-privé, parce qu'on cherche des réformes, création de statuts, des lois, et l'encadrement, c'est le SAP, le système assurance qualité. Donc, ces aspects-là sont vraiment une vue assez globale. Pour revenir à votre question, nous, ce qu'on finance, c'est ça. C'est tout ce montage-là, et derrière, on va le remettre à l'État, leur dire de... C'est l'office en question, c'est ça? C'est le département sur les aspects stratégiques et l'office sur les aspects opérationnels. Et ensuite, on est sur du DTS et du DT, c'est ça? Donc c'est 2 ans de formation. On a été malheureusement. Alors, la veille de la crise diplomatique, vraiment la veille de la crise diplomatique, on a été à l'office de la formation professionnelle, on a été porteur d'une idée. Technicien spécialisé en 2 ans et demi. Ça se fait en Allemagne. Pourquoi ne pas l'étudier? Sur la Réunion, c'est un aide catégorique. On ne passe pas, passer par le Parlement, c'est un diplôme, c'est pas possible. Au beau milieu de la crise diplomatique, ils ont institué 2 ans et demi pour le technicien spécialisé. Maintenant, il y a 1 ou 2 filières, je pense en IT, qui sont sur 2 ans et demi, et en effet, ce sont des filières techniciens spécialisés. Très controversées, parce qu'il n'y a pas l'argumentaire derrière, mais ils sont là. 2 ans et demi de formation. Parce qu'on est sur un volume horaire. Une dernière question, après je suis sur cette autre question. Oui, Sur d'autres secteurs également, ou que le IT et la logistique, vous êtes également sur d'autres secteurs? Non, alors, au tout démarrage, il faut se dire une chose, que tout démarrage, enfin, la GIZ, je suis désolé, je prends votre part, mais sur la GIZ, elle est sur des secteurs stratégiques où il y a le besoin. Donc, quand on a fait vraiment au tout démarrage, fin 2018, une étude, on a trouvé pas mal de secteurs d'activité qui étaient assez structurés, j'en avais parlé tout à l'heure. On avait le BTP, rien à dire. Une personne dédiée, la baie stratégique, ça ce qu'ils veulent. Voilà, structuré. La MIT, rien à dire. Le GIMAS, l'aéronautique, l'automobile, rien à dire. Sur d'autres secteurs d'activité, il y a une très grande volonté. La FENELEC, par exemple, on veut, on ne sait pas, aidez-nous, et ainsi de suite. Mais sur un rating qu'on a fait, il y avait l'IT qui était stratégique. Il y a un grand besoin pour vraiment casser, c'était l'offshoring, c'était pas mal, pour casser ce dogme de l'ingénieur sans vouloir vraiment, je sais que l'ingénieur de façon générale c'est crucial pour le secteur, mais on voulait dire qu'il y a quand même quelque chose à faire entre temps. Il y a besoin d'équipe, cet ingénieur. Ben oui, des techniciens spécialisés, on peut faire. Et la logistique, où il y avait un grand appel par rapport à la formation, on se disait, toujours par rapport à ce que Mme Fatima dit tout à l'heure, l'agilité, des formations courtes, capacité de revenir vers l'entreprise avec une main-d'œuvre qualifiée qui est déjà adaptée. Il faut se dire qu'un jeune qui a passé par le mode apprentissage, c'est un jeune qui est automatiquement opérationnel. Et l'étude qu'on a faite a montré qu'un jeune, tout secteur confondu, est opérationnel à partir du 3e mois. Il est autant productif qu'un employé. Bien sûr, c'est du kiff-kiff, hein, c'est pareil. Donc, tout a gagné. Une question juste pour situer un petit peu GIZ. C'est un organe qui dépend du ministère de l'Emploi marocain. C'est de la coopération. Non, c'est la coopération internationale. On reçoit la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en Allemagne, là en Suisse, désolé pour les Français, mais de façon générale, là où il y a le mode dual, il y a un très faible taux de chômage. Mais voilà, je vous dis, le jeune est aucun. Il y a beaucoup de passerelles.
C'est-à-dire qu'un ingénieur... Des lycées déjà, c'est ça qui dit. Ah oui, ils sont déjà sur ça. Ils sont même sur des collèges. Mais et les passerelles. Alors moi j'étais par exemple surpris de voir qu'un médecin, au terme de sa formation, pouvait faire de l'automobile ou de la plomberie à travers des passerelles. Il avait toujours la capacité, c'est ce qu'on appelle là la formation des adultes, qu'on est en train de défendre à travers l'UNESCO cette année. C'est-à-dire que voilà, il y a toute une révolution qui se fait. La GIZ, c'est une agence de coopération allemande, c'est le bras armé d'un certain nombre de départements gouvernementaux allemands qui apportent des réformes ou un début de solution pour l'État marocain. Mais à condition que l'État, bien entendu, veuille de ça. J'ai une question pour vous, Fatima. Votre projet est magnifique, félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le faire grandir à la hauteur de l'ambition? Je dirais l'ambition elle est noble parce qu'on est venu pour avoir le Covid pour se lancer au niveau de 12 régions, c'est-à-dire un site pilote par région. Donc le Covid malheureusement nous a traîné dans notre dynamique. C'est pour ça que l'opportunité sur la région s'est présentée de jouer, même en distanciel, c'est pour nous permettre de nous lancer, de préparer le terrain. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que, je dirais, la politique publique prenne conscience de la nécessité aujourd'hui d'accompagner justement cette question, tout ce qui a été dit ce matin. C'est-à-dire que l'écosystème, il a besoin que le pouvoir public s'implique. Quand on dit s'impliquer, ce n'est pas simplement du déclaratif, c'est les moyens financiers qui permettent que justement cette question de financement, de l'apprentissage prenne corps. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux entreprises d'accueillir l'apprenant, de le former, d'investir sur l'apprenant qui éventuellement va quitter l'entreprise parce qu'il voit qu'il aura. C'est sa liberté. Donc aujourd'hui, on a besoin que le public mette la main à la poche pour dire les choses crûment pour qu'on puisse jouer notre rôle. Parce que nous, par exemple, sur cette opération qu'on vient de décrire ensemble avec ces horaires, c'est 50% de cofinancement, je dirais, qui nous coûte sur nos fonds propres jusqu'à maintenant. Parce que ce soit avec les grands organismes en APEC ou la récente régionale d'investissement, parce que tout ça c'est encore en gestation. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui il manque, c'est vraiment cette culture transversale sur des territoires qui nous permettent d'aller au fond des choses d'une manière opérationnelle. C'est-à-dire on va trouver 50 acteurs qui vont intervenir chacun à son niveau, et à aucun moment il y a des rencontres où là il y a des connexions qui se font, et il y a des perditions. Alors que là, nous, on vient en tant qu'acteur avec notre ADN, qui est l'intérêt général d'un territoire, des jeunes aujourd'hui à réinsertion. Nos sessions de formation, c'est 50% sur la question du genre. Donc on a certaines sessions où il y a plus de filles que de garçons, si on peut dire les choses. C'est 18 ans et plus. La question de handicap aussi commence à se poser. On a vu, vous avez vu la jeune fille qui s'est exprimée, qui a déjà un handicap, etc. Mais là, elle sort en majeur de sa promo. Donc, toutes ces questions-là qu'on a menées d'une manière, je dirais, pilote en termes d'innovation sur un territoire, on a de quoi aujourd'hui, je veux dire, à travers l'évaluation qu'on est en train de faire, de pouvoir dire que ce projet, il peut être dupliqué, je veux dire, au niveau des régions, il peut être dupliqué par un programme national, à partir du moment que tout le monde joue le jeu en fonction de ses compétences. Et vous savez que l'année musculaire et majeure, c'est qu'on parle beaucoup. Et une fois qu'on est devant l'acte, il y a des actes que j'attends qu'ils soient signés depuis 6 mois. Donc, c'est toute cette dynamique-là qu'il faut, bien sûr, on va vous dire la crise Covid est là, mais tout le monde a traversé la crise Covid. Aujourd'hui, on a une crise économique, on a une crise sociale devant nous, et si on ne donne pas la chance à ces jeunes-là, aujourd'hui, de pouvoir se former, s'investir, je dirais économiquement sur le territoire ou ailleurs, parce que la liberté, elle appartient à chacun. Moi, je préfère voir des jeunes qui soient formés, qui deviennent acteurs de développement, que des gens qui vont prendre le bateau et qui vont se noyer en mer. Là, j'ai envie peut-être de rajouter une chose. Ce que Workforce 3 peut apporter comme solution, c'est une mise à l'échelle, ça c'est sûr. Ce que Workforce 3 peut apporter comme solution, c'est son agilité. C'est éventuellement le fait que voilà, il a cette capacité de traverser la Méditerranée dans le bon sens, d'apporter ce benchmark, ce retour sur l'expérience. C'est un portefeuille d'un certain nombre de bonnes pratiques. Tout ça, c'est très intéressant, ça mérite d'être valorisé. Maintenant, ce qu'il faut au niveau du Maroc, c'est un vrai terreau. C'est des entreprises qui embrassent ça d'une manière, je dirais, moins positive. On a envie d'avoir un secteur privé qui est
je dirais en arabe, barsos, c'est-à-dire pas organisé, je sais qu'il est organisé, mais convergent par rapport à cette thématique de compétences, il sait ce qu'il veut. La réelle qualité lesquelles géreront éventuellement des plateformes d'apprentissage ou de formation professionnelle comme Workforce 3 ou comme d'autres, on ne va pas être dans du favoritisme, même si c'est dans le bon sens. C'est IT, je ne vais pas prêcher des convertir, IT c'est extrêmement dynamique. Ce qui est valable aujourd'hui ne l'est plus demain. Cette agilité, elle est salvatrice pour des entrepreneurs qui disent écoutez, aujourd'hui, pour mes marchés, pour mon entreprise, pour ma start-up, j'ai besoin de telles compétences. Ils n'arrivent pas à trouver un PPT parce qu'ils ont besoin de mettre des ingénieries de formation, observer forcément l'APC, de l'arrêt APC. C'est pas pour dénigrer ça, ça c'est nécessaire parce que ça permet derrière ça de créer des normes, d'avoir des diplômes. Le Maroc étant actuellement un pays qui croit énormément dans les diplômes, je pense que notre binôme croit énormément en la compétence. Et on sait éventuellement que l'entreprise est extrêmement compétente. Flight est extrêmement. Ils ont besoin éventuellement. Oui. Et on a besoin éventuellement d'avoir le trait d'union entre l'entreprise et le marché de l'emploi. De dire que finalement l'entreprise a la capacité de s'investir à travers un certain nombre d'activités dans toute la chaîne de valeur de la formation. Et ce que Workforce nous a permis, nous, en tant que GIZ, c'est de croire que, enfin, pas de croire flou, on disait, c'est peut-être possible. À la fin, on s'est dit, c'est possible. C'est possible. Alors, on a des traders, les promotions qui gagnent très bien leur vie. Quand je dis très bien, c'est un thème majuscule. On a des jeunes qui sont dans des projets en freelance ou en sous-traitance et qui sont comme du bon. C'est un vrai médicament. Et quand on y va, c'est vrai que ce sont 12, 14, 15 jeunes, beaucoup plus de filles que de garçons. Mais quand vous les voyez, ils parlent mal français. Malheureusement, ils sont très forts en anglais. Très très forts en anglais. Défendent très peu leur projet, taciturne, un peu fermé. Ils parlent espagnol. Non, mais pour leur trading et pour leur projet, mais ils prennent des projets en France. Je suis désolé, on a pas mal de jeunes qui ont pris pas mal d'applications en France et tout ça. Il faut prendre en compte les Marocains maintenant, les jeunes, ils maîtrisent plus l'anglais que le français. C'est plus comme notre génération. Et ça, à mon sens, nous, c'est le fait de dire à un moment donné que c'est possible. Le concept de l'entreprise école est possible. On a fait une journée avec les tuteurs, on collecte leurs recommandations, il n'y a rien de figé. S'ils ont besoin de plus d'heures sur ça, ils ont besoin de moins d'heures sur ça, ils ont besoin de passer plus de stages sur ça, il n'y a pas de souci. On est préventif, on est agile, je l'ai dit plusieurs fois. C'est l'agilité. Oui, il y a un socle, il y a une base, il y a une gouvernance, il y a une écoute, une entente, et ça avance très bien. Et on a envie de dire que, bon, quelque part, il y a aussi des modes de formation professionnelle alternatifs. Il y a le Code, il y a le programme, il y a le groupe pour CP, on a par exemple le coding et tout ça. Nous, on a la capacité de faire ça un peu plus durablement, ancré en entreprise. On n'est pas dans un château fermé et tout ça. Mais on communique, pas suffisamment, mais on va le faire. Et ça, c'est, à mon sens, c'est un début. Je pense que les entreprises gagneraient à accorder une attention à ça. Bien sûr. Je pense que j'ai, en tant que parent qui a eu des enfants, et là il y a un souci majeur au niveau du pays, c'est que soit vous faites des études supérieures et vous faites bac plus 5 et puis vous allez dans le chômage, parce qu'il faut analyser les chiffres et voir un peu quel est le taux disons, d'insertion des diplômés d'un niveau supérieur. Et puis, il y a l'alternative, la politique de l'État qui dit que, bon, ils ont pensé à la formation professionnelle, c'est une chose qui est très intéressante, mais ce qui manquait, c'est ces expériences pilotes un peu d'apprentissage, parce que ça résout une double problématique. D'abord, ce n'est pas la formation professionnelle où il y a beaucoup de théorie, où
l'entreprise n'intervient pas, ce n'est pas des professionnels qui font de la formation. Et d'autre côté, c'est que cet étudiant-là, ce garçon-là qui a 18 ans ou bien qui a 20 ans, il a besoin, s'il peut faire via l'apprentissage comme on fait en France ou on fait en Allemagne, il y a des gens qui choisissent. Vous allez chercher l'entreprise, vous vous mettez d'accord, et c'est l'entreprise qui vous paye. Maintenant, pour que nos entreprises commencent ça, il faut qu'il y ait une expérience pilote. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quand tout le monde sera sûr et averti et bien informé comme quoi il y a une expérience pilote qui marche et que le taux d'insertion est 100%, personne ne va envoyer ses enfants faire des études supérieures pour se retrouver au chômage. Je crois, parce que moi, si j'ai bien compris, cette expérience pilote, c'est vraiment une réussite. Parce que moi, j'ai travaillé avec le département de la formation, on faisait des études sectorielles, on faisait des programmes de formation, et tout ça, on le balance au niveau on le met dans les circuits, il y a des programmes qui sont faits, et puis on fait sortir des chômeurs. C'est gênant. Alors maintenant, ma question, c'est un avis que je vous ai dit, on parle un peu de la réalité de ce qu'on vit. Mais ma question, c'est sûrement c'est certifiant, alors qui donne la certification? Et puis, est-ce que vous vous basez sur les programmes de formation de l'OFPTT ou bien c'est des programmes propres à vous? Comme je vous l'ai dit, nous avons lancé ce site pilote avec une fondation pour nous permettre d'être rapide et de manière pragmatique pour le démarrage de ce pilotage. Donc les formations elles sont certifiantes. Dans un premier temps, on est en cours d'accréditation. Au niveau de l'accréditation, elle est obtenue à 95%. Il reste 5% qui est la commission technique de sécurité, qui doit passer au technoparc de Tanger, normalement dans 15 jours. Donc l'accréditation, il y aura une accréditation bien sûr en bonne et due forme, mais il y aura une certification qui sera faite dans les locaux du consulat de France à Tanger, puisque nous sommes une école référencée en France avec une certification française, donc ça sera dans cet espace-là, qui est l'espace français. Donc là, ce qu'on essaie de voir, c'est d'appréhender toute la question qu'on peut se poser socialement, c'est-à-dire la reconnaissance académique, parce qu'aujourd'hui, c'est une valeur vraiment très importante dans l'attachement du diplôme, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est important. Même nous, quand on est venu, on a dit que le diplôme n'est pas important, mais en fait, oui. Même un peu de papier d'attestation de fin d'un stage, c'est une reconnaissance, je dirais, indéniable pour l'apprenant, déjà au niveau de la famille et au niveau, je dirais, socialement parlant. Donc elle y est là. Après, sur le reste, comme je vous dis, les choses ne se font pas aussi vite qu'on le souhaite, ça c'est certain. On est dans une configuration aussi de choses sorties de crise avec des attentes de part et d'autre politiques. Là, ce qu'on essaie de voir, c'est justement à travers ce travail d'évaluation qu'on est en train de faire avec la GIZ en termes de communication et de dire voilà, une expérience de 2 ans pendant une crise Covid autour de tel arrêt, il peut y avoir des choses qui ont du sens et qui auront du sens et qui ont donné, je dirais, une finalité qui est voilà, une insertion à 100% et c'est ça qui va faire parler. Donc là on est dans le développement comme on l'a dit, donc l'école avec la fondation d'une part, elle va continuer à faire ses œuvres, si je peux dire, et depuis le mois d'août on est installé au technoparc de Tanger, 120 mètres carrés, et on lance notre formation qualifiante dans ce centre et on lance une formation certifiante sur les formation courte, 490 heures, comme je vous ai expliqué, en DEF, en public, en réinsertion, c'est-à-dire que nous, c'est bac plus 3, plus 4 qui sont au chômage. Et l'objectif vraiment, c'est d'arriver, je dirais, à réinsérer, au sens noble du terme, et que les pouvoirs publics, à un moment donné, écoutent, viennent voir, et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. Oui, je crois qu'il y a une question encore. Monsieur? Non. Bonjour, donc je vous remercie encore une fois pour cette présentation, c'est magnifique. D'ailleurs, je remercie également le monsieur pour cette coopération, pour la présentation également.
petit souci que j'ai, c'est que est-ce que vous avez déjà coopéré avec, je dis n'importe quoi, avec un cabinet de recrutement pour que vous pourriez proposer vos jeunes lauréats aux entreprises qui ont un problème d'insertion? Parce que là, c'est pas le taux de chômage qui est un petit peu élevé par rapport aux payés, mais c'est un petit peu la partie compétence qui compte pour les entreprises. Les entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à insérer les jeunes diplômés parce qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences nécessaires pour qu'ils soient opérationnels dès que le moment. Du coup, il faut s'investir dans ces profils-là. Donc, merci. Au niveau des cabinets de recrutement, on a eu. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'avoir une politique inclusive avec les entreprises qui n'ont pas besoin d'intermédiaires dans un premier temps. C'est important parce que justement, si on veut que l'entreprise joue le jeu, il faut qu'elle s'implique aussi bien pour accueillir que de donner ce qu'elle donne en retour. Au niveau justement de notre process aussi qualité qu'on doit évaluer sur site en termes de formation, en termes d'agilité, des retours sur certains modules qui peuvent paraître pas suffisants. On est en permanence en réactivité, en réajustement avec nos formateurs. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de cabinets qui nous approchent en disant nous on est intéressés pour prendre telle promo, mais on n'est pas là pour, le concept pour le moment, il se chiffrera en volumétrie le jour où on aura, je sais pas, peut-être une centaine de jeunes en formation permanente où le temps va être évalué en termes d'investissement. Peut-être qu'on aura besoin de ce capital-là pour être dans quelque chose de stratégique. Ce qui est important aujourd'hui, aujourd'hui ce qui est important, c'est de montrer qu'un modèle avec une politique d'inclusion sociale, chacun puisse jouer son rôle sans qu'il y ait des intermédiaires ou des marchands qui ne partagent pas forcément parfois les valeurs, nos valeurs à nous, qui sont quand même autour de l'apprentissage et de l'apprenant. Acteur du développement. Une application directe de l'entreprise. Bien sûr. C'est une formation que vous faites à distance, la partie formation. Non, en présentiel. En présentiel. En présentiel. Pas de distanciel. On a fait en distanciel pendant la crise Covid. En fait, le concept de l'événement, de la conférence de façon générale, j'ai une voix qui porte. Le thème déjà de la smart entreprise, l'entreprise intelligente par rapport à quoi? Je pense que c'est l'intelligence, la toute première intelligence que l'entreprise pourra avoir, c'est une intelligence introspective. Quelles sont réellement ses attributions? Mise à part la création de la valeur, c'est la toute première chose. On crée une entreprise, une start-up, parce qu'on a envie de créer de la valeur, un revenu derrière. Mais est-ce qu'elle n'a pas une autre attribution par rapport à sa société? Et c'est là où on peut éventuellement être dans de la découverte très ludique, parfois, de ce qu'une entreprise peut faire. Parce qu'une entreprise n'est pas forcément une personne, c'est un système, c'est une organisation. Et à mon sens, cette organisation, avec toute l'intelligence qu'elle pourrait développer, pourrait en effet identifier de nouvelles attributions, en l'occurrence la transmission, et éventuellement le retour sur ses propres expériences. C'est ce qui fait de l'entreprise, à mon sens, sur un certain nombre de secteurs d'activité, une excellente école. Et par conséquent, à mon sens aussi, une bonne, un bon vecteur pour insérer de plus en plus de jeunes, ou inspirer de plus en plus de jeunes. Parce que c'est pas tout le monde qui va partir forcément vers le salariat ou là. Il y a certainement d'autres qui vont partir vers l'entrepreneuriat pour être éventuellement des freelancers, ainsi de suite. Et c'est un peu ça ce qui nous motive, c'est dire à un moment donné qu'au niveau micro, au bas de la pyramide, à la base de la pyramide, l'entreprise, les PME, elles ont la capacité de faire pas mal de choses intéressantes. Par exemple, en logistique, nous actuellement, on est en train d'identifier un nouveau concept. On a le grand avantage de recevoir une collègue à nous qui s'appelle Sarah, qui vient de l'Inde et qui a travaillé énormément sur le concept de Tivet coopérative. Et donc, on est en train de voir comment on peut éventuellement derrière ça créer ce qu'on appelle nous la formation professionnelle coopérative, c'est-à-dire que entre 4-5 entreprises qui ont éventuellement une convergence Pour se mutualiser. pour former une C'est ce cohorte. qui se passe maintenant chez la MIT, chez la fédération. Exactement. Sauf que jusqu'à présent, le département de la formation professionnelle n'arrive pas à mettre en place un modèle.
de gouvernance qui permet de, pas gommer, mais de légèrement tamiser l'esprit de concurrence entre entreprises et faire en sorte que les convergences soient vers réellement la formation d'une cohorte. Après, bien entendu, tout le monde peut se servir. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire nous sur la deuxième phase qui a commencé depuis juillet dernier. On va certainement continuer avec Offers 3 parce que on ne change pas l'équipe qui gagne. Juste sur cet aspect-là, c'est une autre casquette parce que... Là, je l'ai éteint. Juste pour être d'une manière pragmatique par rapport à la réponse posée, plus on mutualise, plus on est stratégique. Comme je le disais dans le propos, on a une culture, donc c'est ce qui est malheureux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur un même territoire sans qu'il y ait des connexions entre elles. Alors qu'il y a des territoires, et le territoire est fertile d'intelligence, je dirais, qu'il faut connecter autour de stratégies. Et chacun va se retrouver. Mais le problème, c'est là. Et c'est qui aujourd'hui, sur cette question-là, fait énormément de choses, c'est, je dirais, ce qu'on appelle l'informel. Notamment toutes ces coopératives, toutes ces associations qui travaillent avec un cadre non législatif, c'est-à-dire non statutaire. Ils le font parce que l'urgence sociale et économique est là. On les laisse s'organiser. Ils sont en train de nous demander, par exemple, de les aider à monter une formation de marketing territorial autour de marketing digital. Voilà, ils ont fait leur propre diagnostic. Pourquoi pendant la crise Covid? Alors ils ne pouvaient pas vendre, ils ne pouvaient pas circuler. Ils ont trouvé des systèmes D. Par exemple, j'ai 3 ou 4 exemples en tête extraordinaires. Pourquoi vous dites ça? كانت كتبيع 100 غرفة في النهار. الستاسيون ليسونس كان كيديها الراجل مع الصباح بالتراكتور فيها زبيدة فيها حريشة فيها هذه. Je prends une photo كنصيفطها في الجروب واتساب كلشي كيتباع. ما نمشي للسوق ما نهز كفوة ما ندير هذه ما ندير هذه. Donc, nécessité, il y a accompagner, il y a des besoins. Quand la question va se poser au niveau législatif pour qu'on prenne compte justement de cette question sur l'économie sociale et solidaire dont tout le monde parle, il ne suffit pas de poser un label ou un slogan, il faut le traduire. Et pour le traduire, il faut une politique d'accompagnement. Vous savez, par rapport au contexte de crise, de façon générale, ce que nos grands-pères, ce qui est culturel chez les Marocains, j'ai été formé culturel. Ce que nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le contexte de crise? Pendant que vous êtes formé où? Les îles, c'est Les îles. Et donc, je me rappelle que nos grands-pères, enfin nos ancêtres, au moment de crise, ils développaient. Ils investissaient et ils développaient. Parce qu'ils savaient que derrière la crise, il y aura certainement de l'abondance. Donc, il vaut mieux être préparé à ça. Et par rapport à ça, à un autre sens, ce qu'on est en train de vivre est une excellente opportunité. Parce qu'il faut absolument préparer l'après-crise. Quel que soit, elle va durer quoi? Une décennie? Il y aura certainement une renaissance. Et cette renaissance, il faudrait que nous, on soit dans la vague, on ne soit pas sous terre. C'est pour cela que, bon, voilà, juste pour vous dire, Marrakech, quand on était éventuellement dans la guerre du Golfe, tous les bazaristes étaient en train de refaire le lustre, refaire le plâtre, chercher de très beaux tapis dans la place et tout ça. Parce qu'ils savaient que derrière ça, il y aura encore une fois des groupes. Ça finit par arriver. Ils se sont portés les mains. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Merci. Merci à vous. Bravo.